Testachat, le célèbre magazine des consommateurs. Tous les mois, ils sont plus de 300 000 à lire ce magazine spécialisé. Tests, enquêtes, sondages. Jean-Philippe Ducard est capable de tout analyser en un minimum de temps. Eh bien, Jean-Philippe Ducard, c'est le porte-parole de Testachat. Jean-Philippe Ducard, bonjour. Bonjour. Alors, autant dire directement que vous êtes l'homme qui résume le plus vite une enquête à Testachat. Il y en a des dizaines, on va dire presque même des milliers d'enquêtes à Testachat, et vous êtes capable de tout résumer en un minimum de temps. Alors, d'où vous vient cet art du résumé? Est-ce qu'on apprend à être porte-parole? Je dirais qu'on apprend sur le terrain, on apprend sur le tas. Et je dirais deux choses à ce niveau-là. Donc, d'une part, que c'est vrai que j'ai l'esprit de synthèse. Mais ça, c'est ma formation. Alors, contrairement à pas mal de porte-parole, je ne suis pas attaché en communication ou attaché de presse. J'ai une formation de juriste. Et donc, je pense qu'un bon juriste arrive à faire la synthèse des choses. Et donc ça m'aide. L'autre aspect que je voudrais souligner, c'est que je ne suis pas tout seul. Et donc on est plus de 350 à Testachat. Chaque expert a son dossier et ces experts sont capables à la fois de vulgariser, de décrypter l'information et simplement de me transmettre un certain nombre de lignes directrices, de grands principes. Et c'est ça que moi je porte vers l'extérieur. Donc finalement mon travail est relativement facile parce que j'ai avec moi énormément d'experts, énormément de personnes disponibles pour bien synthétiser, pour bien décrypter certaines informations qui sont à première vue compliquées, mais qui doivent être vulgarisées. Et ça, c'est l'intérêt d'avoir un porte-parole. D'ailleurs, j'encourage beaucoup d'organisations et des institutions à avoir un vrai porte-parole. Pas seulement un perroquet, pas seulement un attaché de presse, mais d'avoir quelqu'un qui peut justement synthétiser des idées, synthétiser des projets et faire en sorte que le message passe le mieux possible. Alors, quand on vous soumet une enquête, vous prenez combien de temps pour synthétiser, résumer tout ça? Alors, ça varie parfois. Parce qu'elles sont parfois quand même assez volumineuses, et il y a des chiffres, enfin, c'est pas évident. Disons qu'il y a des campagnes que nous préparons de manière bien organisée. Alors, quand on a une enquête, dans une enquête, vous allez peut-être vous lire dans le magazine une enquête qui fait 3 ou 4 pages dans notre revue, mais derrière ces 3 ou 4 pages, il y a des rapports techniques de parfois 300, 400 pages. Et donc, on a à nouveau un contact avec l'expert, le coordinateur, le responsable d'enquête, qui va vous donner les grandes lignes de l'enquête. Et puis, vous pouvez aller dans le détail. Donc ça va prendre peut-être du temps. On se prépare, on a des réunions internes. Ça, c'est une première chose. Quand on doit réagir sur l'actualité, là, vous n'avez pas tout ce temps. Et donc, vous avez l'objectif chez Testachat n'est pas de réagir sur tout. L'objectif chez nous, de réagir sur des dossiers sur lesquels on a déjà travaillé. Et donc, lorsque je prends la parole, lorsque je vais défendre la cause des consommateurs dans tel ou tel dossier, c'est qu'on a déjà travaillé en amont et qu'on a déjà synthétisé, qu'on a une position. Et donc, on ne va pas prendre position sur tout et n'importe quoi. Ça aussi, c'est un des aspects de mon travail. Et il y a des enquêtes avec lesquelles vous êtes plus à l'aise ou que vous n'aimez pas trop Sans aucun doute plus à l'aise lorsqu'il y a des aspects plus juridiques, puisque ma formation, même s'il y a longtemps, ça fait maintenant 25 ans que j'ai terminé mes études de droit, mais c'est vrai que je suis parfois plus à l'aise quand il s'agit de traiter des dossiers de type juridique, mais j'ai appris à connaître, évidemment, à bien connaître la méthodologie des enquêtes, à bien connaître certains dossiers, parfois ce qui concerne la sécurité alimentaire, la sécurité des produits, l'énergie, la télécommunication. Donc là, il y a des aspects parfois plus sociologiques, plus économiques. Mais à nouveau, je dirais que ma formation, on dit toujours que le droit mène à tout. Eh ben, c'est un peu ça. C'est un peu vrai, c'est que on a une vue d'ensemble, on a une synthèse, une vue assez synthétique des choses. Et donc, ça nous permet de nous plonger dans toute une série de dossiers qui sont plus techniques. Maintenant, il m'arrive aussi de sortir un joker et dire, voilà, sur ce coup-là, c'est l'expert qui doit s'exprimer parce que ça devient trop technique. Il y a, je dirais, le travail en on et il y a le travail en off. Le travail en on, c'est ce que je suis en train de faire avec vous, c'est parler éventuellement de dossiers. Le travail en off, c'est aussi le travail que Testachat et dont on ne parle pas tout le temps, le travail de lobby, donc le travail. Justement, on va en parler. Donc vous avez deux facettes en fait à votre profession. J'ai une double casquette. Voilà. Donc il y a le travail presse.
C'est vrai que vous courez les plateaux, vous répondez aux interviews, voilà. Et vous avez un travail de lobbyiste. Alors, Oui. qui dit lobbyiste dit pression. Pression sur certains milieux, sur certaines personnes pour obtenir certaines choses par rapport aux consommateurs. Il n'y a pas une contradiction là? Je ne parlerai pas de pression, Entre je parlerai de presse et, faire passer le message. Donc oui, faire passer le d'accord. message, c'est dire attention, là il faut prendre en compte les intérêts du consommateur et donc c'est à nous d'aller au-devant des parlementaires, des cabinets ministériels, des administrations, pour justement faire en sorte que la voix des consommateurs soit entendue et que l'on puisse changer, adapter les réglementations ou les lois en faveur du consommateur. Donc c'est un travail qui n'est pas très connu. Alors, vous allez sans doute, si vous êtes attentif à certains articles, certaines publications, vous allez voir qu'on a fait ce travail et on va en parler. Mais ce n'est pas de ça dont on parle le plus quand on parle de test achat, mais c'est un travail de lobbying que nous faisons, et ce n'est pas uniquement moi, même si parfois je mène le combat, je mène la délégation avec les experts notamment, mais nous sommes toute une équipe de lobbyistes, ce qu'on appelle en anglais le public affaires, donc les relations institutionnelles, pour parler plus noblement, mais c'est un travail considérable, et donc c'est vrai que j'ai cette double casquette, mais la casquette la plus connue, c'est évidemment celle de porte-parole, mais derrière, je dis souvent que mes apparitions télévisées, c'est 3 ou 4% de mon activité. Donc, Parce qu'on a l'impression de tout le temps vous voir. Oui, mais ça Test achat, prend quelques minutes. Pour les gens, pour le grand public, Test achat, c'est Jean-Philippe Ducas. Et qui est le grand patron de Test achat? Alors, on il y ne a le un connaît patron, même il y pas. a un On vous administrateur. connaît vous, mais on ne connaît Tout à pas fait, votre grand tout à fait. patron. Donc ça, c'est vous ne un faites choix. pas de l'ombre, là? Non, je ne pense pas. Non. Ça, c'est un choix, un choix de départ. Oui. Quand je suis arrivé à Test achat il y a 15 ans, j'ai rencontré l'administrateur délégué de l'époque, et je lui ai dit, tiens, est-ce que vous apparaissez dans les médias, et ainsi de suite. Il m'a dit, surtout pas, c'est le rôle des porte-paroles. D'accord. Et donc, on a cette relation, on a des contacts avec lui, mais en ce qui concerne la stratégie de communication, la stratégie vis-à-vis des médias, c'est nous qui la déterminons dans notre équipe, qui est l'équipe de communication et de lobby. Parce que la fonction finalement de porte-parole est assez récente sur, on va dire, sur le marché professionnel. Alors, elle a pris ses lettres de noblesse, ses fonctions. Et j'ai parfois tendance à dire qu'en Belgique, j'y suis pour quelque chose. Mais, oui, justement. Parce que souvent, parce que c'est tout à fait quand j'ai nouveau. demandé, on m'a demandé quel titre veux-tu avoir. Il y a un titre officiel en interne, je dirais un titre ressources humaines, comme on dit, qui est en fait collaborateur lobby presse au départ, quand je suis arrivé. Et on m'a dit, tiens, qu'est-ce que tu veux sur ta carte de visite? Et vous avez mis vous? Et j'ai dit porte-parole. Et donc, il y a 15 ans, j'ai dit, je veux être porte-parole. Et donc, j'ai contribué quelque part à ce qu'on développe cette fonction. Est-ce que cette fonction ne soit pas seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, une fonction de perroquet? Et donc, qu'il soit vraiment, à certains moments, je suis capable de prendre position sans devoir aller demander à ma direction ou aux collaborateurs ou aux experts ce qu'il en est. Je sais ce qu'il en est, j'ai mes lignes directrices et je peux avoir une certaine liberté. Vous êtes appelé le dimanche matin à 9h du matin pour prendre position dans tel ou tel dossier. Vous ne pouvez pas faire une réunion avec les experts et ainsi de suite. Bien donc, sûr. vous allez prendre des contacts téléphoniques, mais vous allez vous exprimer et vous avez une certaine liberté. Et donc, cette fonction de porte-parole, elle a pris, c'est vrai, ses lettres de noblesse ces dernières années, et tout le monde veut devenir porte-parole maintenant. On a l'impression qu'il y a le moindre collectif, la moindre organisation veut avoir son porte-parole, et donc je pense qui se fait d'ailleurs maintenant. Ce qui se fait de manière très, très régulière. Évidemment, on connaît quelques porte-paroles plus ou moins célèbres dans les assurances, à la STIP, enfin, on va citer des exemples que tout le monde connaît, mais c'est vrai que moi, j'ai voulu, en tout cas, ne pas être simplement quelqu'un qui dispatche. J'ai pris beaucoup sur moi et à certains moments, par exemple pendant la crise financière, j'ai pris beaucoup sur moi. Donc on a à la fois une fonction d'éponge, on reçoit énormément de demandes, mais aussi une fonction d'initiateur, donc de vouloir porter les dossiers, de pousser les dossiers. Et ça aide, parce que, par exemple, dans les contacts politiques, on vous reconnaît tout de suite. On peut vous identifier. C'est très facile. Ah, Test achat, bon, on sait que quand on parle, il n'y a pas on brise la glace directement. Et ça, c'est un avantage, je trouve, tout en sachant qu'on a de bons dossiers avec nous et qu'on a des bons collaborateurs. Test achat a toujours est une institution donc nationale.
mais qui a toujours été installé à Bruxelles. Oui. Bruxelles était une place incontournable. Vous êtes à Saint-Gilles. Nous sommes à Saint-Gilles, oui, tout à fait. Pourquoi Bruxelles? Parce que c'est une institution qui aurait pu s'installer en Wallonie. Alors, historiquement, pourquoi Bruxelles? Alors, historiquement, même si je n'étais pas là, ça il y a 57 ans, oui. Donc c'est quand même pas une petite, enfin une jeune organisation, enfin une organisation adulte, c'est une organisation adulte. En fait, ce sont quelques Bruxellois qui ont créé cette organisation, des professeurs d'université notamment, qui s'inspirant du modèle américain et dans une certaine mesure du modèle britannique, ont voulu créer cette organisation qui allait tester des produits et des services. Le premier test a été un test de BIC, pour l'anecdote. Chez nous, C'était à Bruxelles. C'était à Bruxelles. Dans un garage, à tester des BIC. Dans un garage de la région bruxelloise. Et donc, c'est comme ça que c'est né. Et on est toujours resté à Bruxelles. La raison, c'est qu'on a une organisation qui n'a pas d'antenne extérieure. Donc, on n'a pas une antenne dans chaque province. On n'a pas un bureau dans chaque province. On est très centralisé. On travaille énormément, notamment les membres qui viennent chez nous le font par téléphone, par courrier. Donc, ça se fait à Bruxelles, près de la gare du Midi, très facile d'accès et donc privilégiant les transports en commun. La question s'est posée au moment de la rénovation du quartier du Midi. La question s'est posée de s'expatrier dans un zoning semi-industriel ou industriel et on a voulu rester à Saint-Gilles. D'ailleurs, Charles Piquet nous en a félicité. Il était très content qu'on reste sur le territoire. Vous avez vraiment l'ancrage bruxellois de l'entreprise. Voilà. Mais nous sommes une organisation nationale avec une proportion de, disons, 60-40, 60% de membres francophones, 40% de membres néerlandophones. Alors, plus de 50 ans maintenant d'existence. Testachat, est-ce que c'est pas devenu quelque part, au fil de ces années, après des dizaines d'années, une sorte d'empire de la consommation? Alors, je m'explique. Au début, des bénévoles testent des petits produits, des BIC à Bruxelles. Et aujourd'hui, vous en êtes presque arrivé à vendre des produits pour les consommateurs. Est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe? Je ne pense pas qu'il y ait un paradoxe. Il y a un souci de... Est-ce qu'il n'y a pas contradiction? Non, je pense pas. Faire consommer le consommateur avec tous les produits Testachat. Est-ce que c'est pas un peu trop? C'est surtout bien le faire bien consommer que nous voulons. Donc, lorsqu'on établit un maître achat, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Donc, c'est faire bénéficier au consommateur du meilleur produit ou du meilleur service possible. Donc, l'idée n'est pas de vendre absolument. L'idée, c'est de se développer. Donc, continuer à se développer. C'est vrai que nous sommes une organisation qui est en constante croissance. Constante croissance, ça veut dire aussi qu'on a des partenariats avec d'autres pays, des pays comme l'Italie, le Portugal, l'Espagne, même le Brésil. Ceux qui connaissent un peu Testachat savent que nous avons aussi des accointances avec des organisations brésiliennes, pour l'anecdote. Mais le souci est de toujours se développer. Et pourquoi? Parce que face aux mastodontes de l'industrie, face au développement des marchés, de nouveaux marchés, il faut être là. Et pour être là, il faut avoir les moyens. Alors, on voudrait peut-être que Testachat, de temps en temps, dénonce, fasse un petit coup de gueule. Ça, c'est bien sympathique. Mais parfois, j'entends que on dérange, peut-être. Oui, on dérange. On empêche de tourner en rond dans certains domaines. Et surtout qu'on soit finalement pauvre et en mauvaise santé. Eh bien non, nous ne sommes pas pauvres et nous ne sommes pas en mauvaise santé. Donc je peux rassurer les membres de Testachat, c'est que nous sommes une organisation qui travaille de manière professionnelle, qui grandit, qui se développe, qui développe des nouveaux services. Et nous sommes toujours attentifs à développer de nouveaux services, de nouvelles informations, de nouvelles branches d'activité. Nous avons actuellement quatre revues notamment, mais il n'est pas exclu que demain nous lancions une initiative, par exemple dans l'immobilier ou dans les nouvelles technologies. Donnez même des conseils assurance, conseils banque, enfin... Voilà, donc il y a tout un marketing tout Testachat. Ça évolue, donc on n'est plus avec le marché d'il y a 50 ans, donc au moment de la création du marché commun, nous sommes nés avec le marché commun aussi en Belgique, les choses se sont développées et donc les marchés ont changé et il faut répondre à tous ces défis. Quand il y a 20 ans, on était peut-être 150 dans un bureau à Testachat, on est maintenant plus de 350. Donc on a multiplié les experts, multiplié les expertises. Il faut être présent dans toute une série de domaines. Donc voilà, le souci n'est pas de faire du profit.
Nous sommes à la fois une coopérative et une ASBL, ça c'est la structure, mais l'idée est vraiment de se développer et de répondre aux attentes des consommateurs, attentes qui sont de plus en plus importantes, qui sont de plus en plus diverses, et les consommateurs sont de plus en plus exigeants. Ça veut dire aussi que vous ne pouvez plus vous contenter de l'information de masse, vous simplement publier une revue et attendre que ça passe. Non, vous devez répondre tous les jours à des demandes des consommateurs et ça, c'est un vrai défi. Et donc, pour ça, il faut des moyens. Et donc, on ne peut pas nous reprocher d'essayer de nous développer encore et encore. Alors, la base du travail donc, de Testachat, c'est le terrain, c'est quand même l'enquête. Oui. Dans les grandes lignes, comment vous travaillez sur le terrain? Vous êtes combien? C'est tous des spécialistes que vous engagez? Alors, nous avons toujours, dans le cadre en interne à Testachat, toujours un expert, un responsable de projet qui va coordonner l'enquête. Alors, une enquête, chez nous, ça peut prendre plusieurs mois. Donc, ça va de 3 ou 4 mois jusqu'à 1 an et demi. Au moment où on décide de faire une enquête dans tel ou tel domaine, on va faire une enquête sur la qualité microbiologique des poulets. Mais le moment où on le décide, on ne va pas avoir les résultats de l'enquête publiés 15 jours plus tard. On va les avoir publiés peut-être 12, 13 mois, 14 mois plus tard. Et combien de personnes sur le terrain pour vérifier tout ça? Alors, pour les personnes sur le terrain, c'est très simple. Donc, quand je dis que nous avons à Bruxelles, dans nos bureaux, un peu plus de 350 personnes, il y a aussi des personnes qui, par exemple, participent aux enquêtes Mystery Shopping. Donc, nous avons, en dehors du cadre strict des employés de Testachat, nous avons toute une série d'enquêteurs qui travaillent pour nous sur l'ensemble du territoire. Donc là, vous pouvez compter encore, je dirais, plusieurs dizaines de collaborateurs externes qui travaillent sur contrat, donc ils ne sont pas des employés de Testachat. Des indépendants, mais voilà, spécialistes toujours. Mais spécialisés en études de marché et ainsi de suite. Nous travaillons aussi avec des avocats extérieurs. Donc, par exemple, vous savez que lorsque vous appelez Testachat, vous avez droit à un service de première ligne, d'aide juridique, d'aide individuelle. Ce sont aussi des avocats qui travaillent chez nous de manière indépendante. Et puis, vous avez les enquêtes en elles-mêmes. Nous faisons appel à des laboratoires. Donc, des laboratoires. Alors, une grande déception pour les journalistes ou les caméras qui viennent chez nous. Ils ne trouvent aucun expert en blouse blanche. Donc, pourquoi? Parce que nous faisons appel à des laboratoires extérieurs, mais qui sont des laboratoires indépendants, agréés et que nous soumissionnons. Donc nous faisons des appels d'offres et nous essayons de trouver les laboratoires les plus performants, les plus indépendants et aussi les moins chers possibles, bien évidemment, même s'il n'y a pas une recherche d'économie dans le domaine. Mais donc nous faisons appel à des laboratoires extérieurs, indépendants, mais ça peut être des laboratoires en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, de moins en moins en Belgique, malheureusement, et nous travaillons de manière internationale. Donc lorsque nous allons, par exemple, prendre l'exemple le plus basique chez nous, tester un GSM, nous allons le tester pour plusieurs pays européens. Et donc nous travaillons avec des associations, des grandes associations que vous connaissez sans doute, comme UFC Que Choisir en France, comme Consument Bond aux Pays-Bas, et j'en passe. Et donc nous avons un consortium de testing, de tests, qui nous permet d'avoir des économies d'échelle et donc de pouvoir tester en laboratoire des appareils, des produits à moindre frais. Alors, Jean-Philippe Ducard, on l'a dit, vous êtes porte-parole de Testachat. Vous n'avez pas toujours travaillé qu'à Testachat. Non. Mais vous avez quand même plusieurs diplômes. Vous auriez pu vous orienter vers d'autres entreprises. Vous avez 3 diplômes, hein? Oui, enfin j'en ai 2 principaux. Oui, je on peut dire 3. Je suis pas bardé de diplôme non plus, mais vous en avez voilà, 3. j'en ai un qui est licencié en droit, j'ai un diplôme de droit européen, et c'est d'ailleurs là-dedans que j'aurais voulu me lancer. Et c'est comme ça que j'ai accroché mon premier boulot à l'époque dans le secteur bancaire, donc rien à voir avec Testachat, quoique. Et puis j'avais aussi un diplôme en droit de l'environnement parce qu'à l'époque j'avais une petite marotte, c'était le droit de l'environnement. J'adorais ça. Je me suis inscrit dans un comité de quartier qui s'est battu contre un projet de décharge, pas à Bruxelles, mais dans le Hainaut. Et donc voilà, c'était une passion. Mais je suis en fait resté dans un domaine finalement qui n'est pas très très éloigné de ça. Il y a le droit de la consommation, et donc je suis resté dans un domaine où on défend plutôt les plus faibles face aux plus forts. Et ça, c'est dans mon ADN. J'aurais du mal à aller travailler dans une grosse entreprise, dans l'industrie pharmaceutique ou dans l'industrie des télécoms ou de l'énergie. C'est pas pour moi. Vous avez étudié aux facultés de Namur? Oui. Le droit? Oui, tout à fait. Donc, Quel souvenir?
Un très bon souvenir. Oui. C'est avec grand plaisir que j'ai commencé mes études là, parce que je disais toujours, c'était les facs à Namur, c'est un peu le babysitting de l'université. On était très encadrés, très accompagnés, et j'avais besoin de ça. Parce que j'étais un peu tête en l'air, et donc j'avais besoin... un peu trop gain d'ailleurs, à certaines heures Oui, d'une certaine manière, oui. Et d'ailleurs, mon père, on peut le dire ici, ne croyait pas du tout dans le fait que j'allais réussir des études universitaires. Il avait financé les études de ma sœur, et il m'avait dit, écoute, si tu veux faire une année d'UNIF, je la finance, mais tu n'iras pas au-delà. Donc c'était une motion de méfiance. C'est ça. Et c'est bien, à mon avis, il a voulu me provoquer, parce que je lui ai prouvé le contraire, et il a été très surpris. Mais mission réussie, en tout cas. Namur m'a permis de ce compromis entre, comme vous dites, la guindaille et une étude quand même assez poussée, et qui vous permet de vous lancer. Donc je conseille à tout le monde les facultés de Namur. En tout cas, à l'époque, maintenant ça a évolué bien évidemment, mais je pense que ça reste en plus une ville qui est relativement accueillante. Alors avant d'arriver à Bruxelles, vous avez décroché un ou deux jobs, notamment dans un bureau d'avocat. Oui. C'était pas votre tasse de thé là? Non, c'était pas non plus ma tasse de thé, parce que je n'aime même pas tout ce qui touchait à la procédure. On me demandait de faire... j'étais dans un cabinet qui travaillait justement dans le droit de l'environnement, droit administratif, droit de l'environnement, droit de l'aménagement du territoire. J'ai fait de la recherche, et puis tous les jours, l'avocat donc principal, le maître de stage, me disait, tiens, t'es prêté serment, et je lui disais oui, j'irai demain, et j'ai jamais été. Et j'ai mis à profit cette période pour trouver mon premier travail plus rémunérateur, et c'était justement dans le secteur bancaire. Et puis est arrivé Testachat. Oui, alors il y a quand même eu la parenthèse CRIOC, aussi le CRIOC qui est quand même une organisation, une fondation connue, et là j'étais conseiller juridique, mais je faisais déjà office du côté francophone de porte-parole. Donc je m'étais déjà un petit peu fait aux médias, tout en confirmant que j'aimais bien ce qui touchait à la consommation. Et là, un jour, Testachat m'a appelé en me disant est-ce que ça t'intéresse, une fonction dans le service lobby presse, et en l'occurrence de porte-parole. J'ai dit laissez-moi 24 heures, j'ai raccroché, et j'ai dit ça va, j'y vais. Vous habitez Schaerbeek. Oui. C'est une commune de cœur que vous avez choisie vous-même, puisque maintenant vous êtes bruxellois d'adoption. Et vous avez toujours habité Schaerbeek. J'adore Schaerbeek, et je défends Schaerbeek à l'extérieur. Ouais. Donc moi je suis d'origine montoise, ça tout le monde, beaucoup le savent. Ouais. Et je suis fier de mes racines, et je trouve que c'est très important d'être fier de ses racines, de savoir d'où on vient et vers où on va. Ouais. Et donc chaque fois que je parle de Schaerbeek à l'extérieur, j'en parle en bien. Et donc, contrairement à toutes les critiques qu'on peut entendre sur Schaerbeek pas sûr, Schaerbeek pas beau, Schaerbeek trop d'étrangers et ainsi de suite, mais je défends Schaerbeek parce que je trouve que c'est une très belle commune avec une multiculturalité, c'est un peu à la mode de dire ça, mais beaucoup de facettes différentes, des quartiers très différents, très contrastés. Et moi-même, j'habite une rue qui est très mixte. Donc j'ai de tout. Vous aimez votre quartier? Toutes les cultures. Je m'y sens bien, j'ai aucun problème. C'est très pratique en plus. Et c'est d'autant plus pratique pour moi que là, c'est un choix aussi de raison. C'est que je ne suis loin de rien, quoi. Donc, je ne suis pas loin de mon boulot, je ne suis pas loin du centre-ville, je ne suis pas loin des centres médiatiques, comme on va citer l'RTBF, RTL, et ainsi de suite. Donc, je suis bien là, et mes enfants s'y sentent très bien aussi, ils vont à l'école dans ce quartier, et donc ça se passe très bien. Alors, Jean-Philippe Bucard, on sait que c'est le porte-parole de Testachat, incontestable, l'homme qui résume le mieux les enquêtes, mais vous savez qu'on vous appelle aussi l'homme à la coupe à la brosse. Oui, alors, on va appeler le hérisson aussi. Oui, mais ce look, c'est étudié, c'est quoi? Parce qu'on ne vous imagine même pas autrement. Ça remonte à loin, en fait. J'étais à une certaine époque plutôt dans la tendance, c'était plutôt la musique, la période punk, New Wave, et donc ça m'est resté. Voilà, et j'ai toujours trouvé ça très pratique. Oui, c'est vrai. C'est cheveux courts, la brosse, c'est facile, un coup de gel le matin, et c'est parti. Alors, Jean-Philippe Bucard, si c'était à refaire une autre profession, peut-être la profession de journaliste. Oui.
On aurait pu échanger les rôles. Ouais, alors, on peut peut-être Voilà. essayer. Puisque au départ, je voulais faire ça. Donc, et quelque part, j'y suis retourné, mais de l'autre côté de la barrière. Donc, je n'ai pas de carte de presse. Je suis porte-parole, mais je n'ai pas de carte de presse. Donc, j'ai énormément de contacts forcément avec les médias, les journalistes. Et ça m'a toujours plu. Et voilà, donc quelque part, oui. Et alors, un autre métier, mais dans un tout autre domaine, c'est restaurateur ou hôtelier. Voilà, oui. J'ai failli faire l'école d'hôtellerie aussi à Namur à une époque. Donc ça m'est passé à travers l'esprit à un moment donné. Donc rien à voir. Et voilà, parce que j'aime bien manger, j'aime bien tout ce qui touche à la restauration. Mais voilà, mes amis le savent, je suis un bon vivant, contrairement à l'image que parfois je véhicule de quelqu'un de sérieux, parfois de mauvaise humeur, parfois qui est même fâché. Non, je suis un bon vivant et dans ma vie privée, je suis toujours très attentif à tout ce qui touche au loisir. J'aime bien m'amuser, j'adore la musique, je vais au concert. La philo aussi, je pense, hein, un peu. La philosophie oui, aussi, la un philosophie. petit peu. La philosophie, j'en suis tombé amoureux pendant mes études de droit. Ouais. Donc j'aurais pu faire la philosophie aussi, parce que je suis tombé amoureux de la philosophie, parce que je suis tombé amoureux de manière prosaïque et de manière tout à fait d'un professeur qui depuis a disparu. Et qui m'a donné l'amour de la philosophie. Ces cours, c'était 2 heures de bonheur, quoi. En tout cas, on vous sent que vous êtes vraiment passionné pour pas mal de choses. Merci pour cet entretien. À bientôt. Merci beaucoup, Jean-Philippe Ducard.